L'histoire commence avec un père qui frappe son petit garçon simplement parce que son visage a l'air un peu méchant. Il continue de le battre même si son fils s'excuse d'innombrables fois, et sa mère ne fait rien d'autre que regarder des émissions à la télévision. La scène passe ensuite à notre protagoniste qui se réveille dans un bus, et nous découvrons qu'il rêvait de son passé. Dans le bus, il remarque un tyran nommé Shogo se moquer d'une fille nommée Ayaka parce qu'elle lit un roman d'amour, et la plupart des élèves du bus ne font rien à ce sujet. Les élèves d'élite de la classe prétendent ne pas voir cela, et certains prennent même plaisir à regarder le spectacle. Le tyran lubrique demande ensuite à Ayaka son numéro en échange du roman, et les élites l'encouragent à le refuser. Notre protagoniste Touka Mimori n'est pas surpris par la façon dont tout le monde agit, et il remarque que les sœurs Takao et leur professeur pourri agissent normalement comme si rien ne se passait. Il pense qu'il aurait l'air plutôt cool s'il tentait noblement de sauver Ayaka maintenant, mais quelqu'un d'aussi faible que lui ne pourra pas faire de différence. Ayaka continue de demander au tyran de rendre son roman, et Touka se lève de manière peu caractéristique pour elle, et il dit au tyran de rendre son livre. Le tyran lui parle rudement et se demande s'il essaie de marquer des points avec Ayaka. Il rit de son courage, et Touka ne peut rien lui répondre. Le beau gosse de la classe nommé Takoto dit alors à Shogo d'arrêter, et Shogo dit qu'il devrait tuer le temps en taquinant Touka, mais Takoto n'est pas intéressé par cela. Il mentionne qu'il ne se soucie pas de ce que Shogo fait à Touka, mais il devrait rendre le livre d'Ayaka, car toutes leurs plaisanteries le mettent mal à l'aise. Le tyran s'excuse alors auprès d'Ayaka, il rend son livre, et tous s'assoient. Le tyran change de cible et commence à ennuyer un garçon effrayé nommé Yasu. Leur professeur pourri lui dit d'arrêter, mais il poussera Yasu au suicide. Il déclare que si Yasu va se suicider, il devrait le faire quand il ne sera plus leur professeur, et il se rendort. Touka pense alors que c'était hors de caractère pour lui d'intervenir ainsi, et il se demande si c'était à cause du rêve qu'il vient de faire. Nous entendons ensuite un sortilège feint être lancé, et tout le monde dans le bus est téléporté dans un autre monde. Ils se demandent tous frénétiquement où ils sont, et une fille se présente comme la déesse nommée Vicious, et elle les accueille tous en tant que héros. Elle explique que dans ce monde, chaque fois que le grand empire démoniaque apparaît, ils invoquent des héros d'un autre monde. Il y a environ 200 ans, les héros qu'ils ont invoqués ont réussi à mettre fin au grand empire démoniaque, mais il a de nouveau ressurgi. Ils sont les héros choisis pour leur prêter main forte, et les étudiants sont confus d'entendre tout cela. Ils se demandent si c'est une sorte de blague, et ils remarquent qu'ils ne captent même pas de signal sur leur téléphone. Le professeur pourri reluque la déesse et dit à ses étudiants de se calmer et de l'écouter. Touka remarque ensuite l'architecture ancienne de la salle et les armes que portent les chevaliers, et il se demande s'il s'agit vraiment d'un autre monde. Takoto demande ce qui se passera s'ils refusent de les aider, et la déesse mentionne qu'ils ne pourront jamais retourner dans leur monde dans ce cas. Takoto demande s'il y a un moyen de revenir, et la déesse explique que le rituel d'invocation inversée nécessite un élément spécial connu sous le nom d'essence du roi démon, et actuellement il n'y a que 2 méthodes pour l'obtenir. La première est d'obtenir le cœur du roi démon, qui est la source de l'essence du roi démon, et la seconde est de collecter l'essence du roi démon en utilisant un cristal spécial après avoir tué le roi démon. Shogo mentionne que cela semble vraiment pratique pour elle, et il déclare que le grand empire démoniaque n'a rien à voir avec eux. La déesse se met alors à genoux et supplie les héros de sauver son monde. Ayaka lui demande comment ils sont censés l'aider, car ils n'ont pas de pouvoirs spéciaux, et la déesse leur dit qu'ils possèdent des pouvoirs spéciaux que les humains normaux n'ont pas. Les étudiants sont surpris d'entendre cela, car ils n'ont jamais eu l'impression de posséder des pouvoirs spéciaux, et le tyran se demande si la déesse ne leur fait pas simplement une blague. La déesse ordonne alors aux soldats d'apporter quelque chose, et les soldats amènent alors un criminel et une bête sauvage enchaînée. Dès qu'ils lâchent la bête, elle mange le criminel. Les étudiants sont terrifiés de voir autant de sang et de gore, et la déesse utilise sa magie pour brûler le monstre. En voyant cela, les étudiants réalisent qu'obéir à la déesse est leur choix optimal pour le moment, et la déesse sort un cristal pour tester les capacités des étudiants. Elle les teste un par un, et elle découvre à quel point chacun est talentueux. Le tyran mesure alors sa capacité, et il fait briller le cristal plus que quiconque. La déesse et les soldats sont ravis de voir cela, et le tyran est heureux de voir qu'il est spécial. Il pense que ce monde n'est pas si mal, et il mentionne qu'il ne serait pas contre le fait de jouer les héros. Takoto mesure alors sa capacité, et son pouvoir est si grand qu'il fait éclater le cristal. Takoto se demande ce que cela signifie, et la déesse lui dit que cela fait de lui un héros de classe S, et Takoto se demande s'il parle la même langue que dans ce monde. La déesse déclare qu'ils ont un traducteur qui optimise la langue pour qu'ils puissent la comprendre facilement, et Shogo demande alors à la déesse quelle classe de héros il est. La déesse lui dit qu'il est un héros de classe A, et il est surpris de ne pas pouvoir battre Takoto même dans un autre monde. Ijiri et Ayaka se révèlent également être des héros de classe S, et nous découvrons qu'Itsuki est un héros de classe A. La déesse mentionne que ce sont les meilleurs résultats d'invocation qu'elle ait vus de sa vie, et c'est ensuite au tour de Touka. Il remarque que sa capacité a une lueur violette,
et il découvre que sa lumière est la plus faible de toutes. La déesse invoque alors l'étudiant suivant, et Touka essaie de lui demander quelle est sa classe de héros, mais elle l'ignore. Touka pense que c'est ce à quoi il s'attendait, car il a toujours été un perdant, et cela ne va pas changer même dans un autre monde. Yasu teste ensuite sa capacité, et la déesse remarque que le cristal a la même réaction que celui du héros sombre du passé, qui était le plus fort de tous. En voyant cela, Yasu affiche un sourire inquiétant et il déclare que son heure est enfin venue. Ensuite, la déesse leur apprend à ouvrir leurs fenêtres de statut, et Touka remarque que ses statistiques sont vraiment basses. Il découvre qu'il a la compétence unique d'infliger des altérations de statut, et la déesse explique que les compétences uniques sont des compétences spéciales que seul l'individu particulier peut utiliser, et certains peuvent déjà en posséder une, mais ils peuvent les éveiller plus tard également. Le tyran se lasse alors des explications, et il dit à la déesse de les laisser se reposer, et le professeur pourri déclare qu'il devrait parler respectueusement à la déesse. Le tyran dit au professeur de se taire car il n'est qu'un héros de classe D, et il se tient en dessous de lui, un héros de classe A. La déesse déclare qu'ils ont un autre rituel spécial à accomplir, et elle appelle Touka en avant. Elle lui fait entrer dans un cercle magique, et elle mentionne que dans le passé, le héros le plus faible a toujours tiré vers le bas tout le groupe, donc à un certain point, ils ont décidé de traiter avec de tels héros avant qu'ils ne deviennent une nuisance. Elle mentionne qu'elle sait que les éliminer soudainement sur le champ est un choc pour les autres héros, donc ils ont décidé qu'ils devraient accorder même au héros le plus bas une chance. Touka se demande ce qu'elle veut dire, et la déesse lui dit que le cercle sur lequel il se tient va le téléporter dans un ensemble de ruines, et s'il parvient à survivre et à revenir à la surface, elle n'interférera plus avec lui. Touka se demande si ces ruines sont dangereuses, et la déesse déclare qu'ils ont envoyé de nombreux criminels dangereux et héros dans ces ruines, et aucun d'eux n'est revenu vivant. Elle lui dit que les ruines s'appellent les ruines de l'élimination, et effrayé pour sa vie, Touka mentionne qu'il a une compétence unique appelée infliger des altérations de statut. La déesse déclare que c'est une compétence inutile, car le taux de réussite de cette compétence est vraiment faible, et elle peut à peine affecter les monstres de Baran, et leur durée est bien trop courte. Elle déclare que cette compétence est de niveau poubelle, et elle mentionne que ses statistiques sont également trop basses. Même s'ils montent de niveau, ils ne peuvent pas attendre de croissance de lui, et Touka ne peut pas croire que la déesse l'a d'abord invoqué ici et maintenant elle se débarrasse de lui. Takoto perd patience, et il dit à Touka d'abandonner. Il mentionne que les filles sont fatiguées à cause de leur voyage épuisant, et les autres étudiants sont d'accord avec lui. Yasu vient alors voir Touka, et Touka pense qu'il pourrait l'aider, car il lui a tendu la main lorsqu'il était harcelé, mais Yasu le traite également comme sans valeur, et il lui dit de parler plus respectueusement à un héros de classe A comme lui. Il lui dit d'abandonner et d'accepter son sort pourri, et la déesse commence le rituel de téléportation. Elle mentionne que chaque héros est censé recevoir un objet unique, et elle lui donne un sac en cuir pathétique qui ne peut rien faire d'autre que briller lorsqu'il y met de la magie. Ayaka tente alors de défendre Touka, mais la déesse la frappe et elle dit aux autres qu'ils devraient graver cette vue dans leurs yeux, car c'est ce qui va arriver aux perdants. Touka s'énerve alors contre la déesse, et il essaie de la paralyser, mais elle le bloque. Elle mentionne que sa compétence n'est pas assez puissante pour fonctionner sur elle, et elle a également une barrière de protection autour d'elle qui est active en permanence. Elle fournit une défense totale contre les altérations de statut, et les autres étudiants disent alors à Touka d'arrêter de leur faire perdre leur temps, et de disparaître déjà. En voyant cela, les sœurs Takao pensent que tout le monde ici est une ordure, mais elles ne font rien non plus pour arrêter cela. La déesse demande alors à Touka s'il a des derniers mots, et il se souvient que lorsqu'il était jeune, son moi intérieur lui disait qu'il n'y avait aucun intérêt à faire semblant d'être inoffensif, car il allait être blessé de toute façon. Il lui disait qu'il devrait montrer son vrai moi qu'il a réprimé tout ce temps, et il dit à la déesse qu'il va la tuer s'il parvient à revenir vivant, et il se téléporte de là. La scène passe à lui dans les ruines de l'élimination, et il ne peut même pas ouvrir sa fenêtre de statut, car il fait trop sombre pour voir ici. Il met de la magie dans son sac pour faire de la lumière, et il erre dans les ruines. Il trouve des crânes écrasés au sol, et il se demande ce qui a bien pu faire cela à ces types. Il est alors attaqué par un monstre par derrière, mais il parvient à esquiver, et il s'enfuit aussi vite qu'il peut. Il est horrifié, et il cache sa lumière, car elle ne fait que révéler sa position, et il continue de courir. Il commence à pleurer, mais il se rend compte qu'il n'a pas vraiment peur. Il trébuche et tombe, et il découvre qu'il est en fait frustré. Le monstre pousse un cri perçant, et il se demande si c'est ainsi qu'il va mourir. Il pense qu'il n'a pas d'option, mais il se souvient des mots moqueurs de ses camarades de classe, et il paralyse le monstre. Il est surpris de voir que le sort a fonctionné, et il s'enfuit. En courant, il se demande pourquoi son sort a fonctionné alors que la déesse a dit qu'il fonctionnerait rarement sur les monstres de bas niveau, et il se demande si ce Minotaure était un monstre de Baran. Il réalise que ce n'était pas le cas, et il pense que cela devait être un miracle. Il rencontre ensuite un autre monstre devant lui, et craignant pour sa vie, il paralyse celui-ci également.
Il découvre alors que ce n'est pas un miracle, et que sa compétence d'altération de statut est différente de celle définie par la déesse. Il vérifie ses statistiques, et il remarque qu'il ne lui reste qu'un seul MP. Il découvre que sa compétence d'altération de statut utilise 10 MP à chaque fois, et il remarque qu'il a également les compétences de sommeil et de poison. Il empoisonne le monstre devant lui, et il pense que cela devrait tuer le monstre, si la durée de sa paralysie peut durer jusqu'à ce que le poison se propage dans son corps. Il s'assoit ensuite pour se reposer, et il remarque que son MP a atteint 0. Le Minotaure de tout à l'heure le rattrape alors, et il se rend compte que l'effet de la paralysie a dû s'estomper. Il sait qu'il ne peut rien faire maintenant car il est à court de MP, et il pense que si c'était un héros, des gens viendraient le sauver maintenant, mais il n'est qu'un personnage de second plan, et il ne peut que tuer pour survivre. Il n'abandonne pas et se prépare à se battre. Il pense qu'il devrait encore avoir ses PM naturels, ce qui n'est pas reflété dans ses statistiques, et il se demande ce qui va lui arriver une fois qu'il les aura consommés aussi. Il sue à grosses gouttes en pensant au pire des scénarios, et il sait qu'il n'y a aucune chance que ses PM durent jusqu'à ce qu'il atteigne la surface. Il arrête alors de penser, et il utilise paralysie sur le monstre devant lui, mais cela ne fonctionne pas, et il découvre qu'il ne peut pas utiliser la même compétence sur une cible de manière répétée. Il endort alors le monstre avec sa compétence sommeil, et il utilise poison pour le tuer. Il pense qu'il doit y avoir d'autres limitations à sa compétence, comme celle qu'il vient de découvrir, et consommer ses PM naturels le rend assez fatigué. Il remarque alors un groupe de monstres se dirigeant vers lui, et il n'aime pas ses chances de survie, mais il ne renonce pas et il rit en se préparant à les combattre tous. Il utilise paralysie sur autant d'entre eux qu'il le peut, et il est presque à court de ses PM naturels aussi. Sa conscience commence à s'estomper, mais il s'accroche d'une manière ou d'une autre, et d'autres monstres continuent à venir après lui. Il pense que cela pourrait être la fin pour lui, mais il continue d'utiliser sa compétence paralysie, car il n'a aucune intention d'abandonner. Peu importe combien de fois il utilise paralysie, le nombre de monstres continue d'augmenter, et il utilise la dernière compétence paralysie qu'il peut gérer avec ses PM inexistants. Juste au moment où il perd tout espoir, il reçoit une notification lui disant qu'il a atteint le niveau 258, et il utilise paralysie pour abattre rapidement les monstres devant lui. Il découvre alors que le monstre qu'il a empoisonné plus tôt vient de mourir, et cela lui a donné une énorme quantité d'expérience. Il est heureux de pouvoir continuer à se battre, et il continue de paralyser tous les monstres à sa vue. Sa compétence paralysie monte alors de niveau, car il l'a utilisée à plusieurs reprises, et il se demande si l'acquisition de nouvelles compétences dépend de leur niveau. Il met cette pensée de côté pour plus tard, car pour le moment, la survie est ce qui compte le plus, et il découvre qu'il peut désormais cibler plusieurs monstres à la fois. Il utilise paralysie sur tous, et il pense que la déesse pourrait être la seule sur laquelle sa compétence paralysie n'a aucun effet. Il agit avec arrogance en pensant que son taux de réussite dans le donjon a été de 100% jusqu'à présent, et il remarque qu'il ne peut pas cibler les monstres à l'arrière, ce qui lui fait réaliser que sa compétence d'infliger des altérations d'état a une portée d'effet. Il découvre qu'il ne peut toujours pas empiler la même compétence sur un seul monstre, et il empoisonne tous les monstres qu'il a paralysés. Cela fait monter de niveau sa compétence poison aussi, et il pense que ces choses ne sont maintenant que des points d'expérience pour lui. Il vérifie alors ses statistiques, et il remarque que toutes ont été multipliées par les niveaux qu'il a gagnés. Ses PM sont les plus élevés de tous, car ses PM de base étaient aussi élevés, et il pense que ses PM sont sa bouée de sauvetage ici, car il ne peut utiliser sa compétence unique que grâce à eux, et s'il manque de PM, il sera fini. Il s'assoit alors pour se reposer, et les monstres qu'il a empoisonnés commencent à mourir un par un. Il continue de gagner des niveaux jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau 395, et il endort alors les monstres empoisonnés pour améliorer sa compétence sommeil au deuxième niveau. Après la mort de tous les monstres, son niveau monte à 501, et il pense qu'avec ses statistiques telles qu'elles sont maintenant, il pourrait être capable de sortir vivant de ce donjon. Il essaie alors de tuer les monstres à l'arrière, mais avant qu'il ne puisse le faire, il s'enfuit. Ensuite, il prend une robe et tout ce qu'il peut trouver d'utile sur un cadavre qui traîne, et il pense qu'il devra aussi trouver de la nourriture et de l'eau. Il avance un peu en cherchant de la nourriture et de l'eau, mais il n'en trouve pas, et il se souvient des monstres qu'il vient de tuer en pensant qu'ils étaient similaires aux vaches et aux poulets. Il retourne vers eux, et il essaie de les dépecer, mais il ne peut pas car leur peau est trop dure. Il prend alors l'un de leurs globes oculaires, et il mange l'horrible chose avec hésitation, mais cela a un goût atroce, et il ne peut pas l'avaler. Il n'a plus de force, et il se demande s'il va mourir ainsi, mais il remarque que le joyau sur son sac en cuir est maintenant partiellement violet. Il met sa magie dans le sac pour remettre le joyau à la normale, et il ressent soudain que le sac est devenu plus lourd. Il trouve une bouteille de cola et un paquet de jerky à l'intérieur, et il mange en pensant qu'il a été sauvé. Il ne sait pas si le sac produira encore de la nourriture, et quelques jours passent alors qu'il essaie de sortir du labyrinthe. Quelques jours plus tard, nous le voyons entouré de certains monstres qu'il a paralysés et empoisonnés, et il attend qu'ils meurent. Il gagne beaucoup de niveaux après leur mort, et il pense que la scène qu'il a créée ressemble à un massacre.
Il pleure en réalisant que c'est ce dont il est capable, et il se souvient que lorsqu'il était enfant, il voulait tuer ses parents pour leur mauvais traitement, mais il a été sauvé de cet enfer par son oncle et sa tante qui lui ont donné un environnement normal pour grandir. Ils lui ont appris la gentillesse et comment empathiser avec les autres, et il pensait qu'il avait réussi à devenir comme eux, mais maintenant il réalise qu'il se mentait à lui-même. Il pense qu'après avoir vu le massacre devant lui, il ne ressent rien, et même lui a peur de son moi actuel, mais il accepte que c'est ce qu'il est vraiment. Tous les monstres meurent alors, et il remarque que son niveau est maintenant de 957. Il dit alors une prière aux restes humains qu'il trouve sur la scène, et il avance. Il paralyse et empoisonne un monstre qu'il rencontre, et il remarque que cet endroit est différent des autres qu'il a visités dans ses ruines. Il regarde autour et trouve un cristal similaire à celui de son sac, et il y verse de la magie. Cela ouvre la porte d'une pièce, et à l'intérieur, il trouve les restes d'un couple décédé. Il remarque qu'ils n'ont ni nourriture ni eau à côté d'eux, et il réalise qu'ils ont dû décider de mourir ensemble. Il vérifie leurs affaires, et il trouve des gemmes, et il les prend en pensant qu'il pourrait en avoir besoin à la surface. Ensuite, il vérifie les nombreuses autres pièces de la zone, et il tombe sur une pièce qui prend plus de mana que la normale pour s'ouvrir. À l'intérieur de cette pièce, il trouve les restes d'un autre corps, et il remarque la blessure qui a peut-être tué cet homme. Il trouve une lettre avec lui, et après l'avoir lue, il apprend que cet homme s'appelait Anglin d'Atar, et les gens l'appelaient le Grand Sage. Il est mieux connu sous le titre d'Anglin le héros des ténèbres, et il se souvient que la déesse parlait de ce gars. Toka découvre que la déesse l'a envoyé ici de force après qu'elle n'avait plus besoin de lui, et il voulait confier les choses qu'il avait réussi à apporter dans ce donjon à quelqu'un qui a le courage de sortir vivant, car il savait qu'il allait mourir ici. Toka pense alors que la déesse a dit que le grand empire démoniaque était maléfique, mais elle est bien pire, et il n'est pas si différent d'eux non plus. Il pense que ce sera un combat à 3 entre les méchants, et il trouve un livre d'arts interdits parmi les affaires du héros des ténèbres. Il remarque que les recettes pour les outils magiques et les médicaments sont écrites dans le livre, et il sait que cela sera utile à l'avenir. Il trouve également un parchemin de magie interdite, et il ne peut pas le lire, mais il est sûr qu'il contient une puissante magie, car le sage légendaire a pris la peine de le dissimuler. Cela pourrait même être son atout contre la déesse s'il parvient à le déchiffrer, et avant de quitter la pièce, il remarque une page du livre écrite avec du sang. Elle dit à Toka de se méfier du mangeur d'âmes car c'est ce qui a tué tout le monde ici, et nous voyons alors Toka continuer son périple dans les ruines. Il remarque une grande porte après avoir voyagé un moment, et il pense que cette porte pourrait mener à la surface. Il découvre qu'il aura besoin d'un certain type de cristal pour l'ouvrir. Il réalise que le mangeur d'âmes doit être en possession de ce cristal, et il vérifie ses statistiques avant de se lancer dans un combat avec ce monstre. Nous voyons que son niveau est de 1229 maintenant, et il pense que cela devrait suffire, et il espère que sa compétence unique fonctionnera sur le mangeur d'âmes. Il remarque alors un visage avec le cristal dont il a besoin sur le front, et il réalise que ce doit être le mangeur d'âmes. Il essaie d'utiliser paralysie sur le monstre, mais le monstre tire un rayon et blesse sa main, au moment où il remarque qu'il utilise une compétence. Il bande sa main, et il pense que le rayon doit s'activer au moment où quelqu'un a l'intention de l'attaquer. Il découvre que le monstre n'a aucune ouverture, et il se demande ce qu'il peut faire. Il doit prononcer le nom d'une compétence pour l'activer, mais ce monstre ne lui laisse pas assez de temps pour le faire. Il ne peut même pas le cibler de plus loin que cela, car c'est la portée maximale de sa compétence unique, et il se demande s'il doit encore monter de niveau avant de pouvoir affronter cette chose. Il réalise que cela ne fera aucune différence s'il ne peut même pas utiliser sa compétence unique en premier lieu, et le monstre commence alors à bouger. Toka pense que le mangeur d'âmes doit être la raison pour laquelle personne n'a jamais réussi à sortir d'ici vivant, et comme cette chose règne sur les ruines, il pourrait être capable de sortir après l'avoir vaincu. Pendant ce temps, à l'extérieur des ruines, nous voyons une fille courir pour échapper à ses poursuivants, et en se tenant devant les ruines de l'élimination, elle pense qu'elle pourrait peut-être échapper à ses poursuivants en se cachant ici. De retour dans les ruines, le mangeur d'âmes ne tire pas sur Toka même s'il sait où il est, et une matière gluante et grossière sort de sa bouche. La matière gluante se transforme en une sorte de monstre, et Toka réalise que le mangeur d'âmes lui montre les visages des autres humains et les expressions qu'ils avaient avant leur mort. Il s'amuse en voyant comment il réagit à cela, et il pense qu'il a vraiment des goûts ignobles. Le mangeur d'âmes se faufile alors sur Toka en brisant le mur à côté de lui, et Toka paralyse les monstres humanoïdes. Il ne peut pas se résoudre à les empoisonner car ils ont trop l'air humains, et il pense qu'il n'est pas tombé si bas au point de tuer des humains en utilisant sa terrible compétence de poison. Le mangeur d'âmes prend plaisir à le voir en conflit, et il crée encore plus de monstres humanoïdes. Toka leur demande de rester en arrière et de ne pas s'approcher de lui, et il pleure en pensant qu'il ne veut pas perdre son humanité. Évidemment, les monstres ne s'arrêtent pas, et ils l'encerclent de tous les côtés. Il remarque que le mangeur d'âmes est totalement exalté de voir son désespoir, et il pense probablement qu'il a trouvé la proie ultime. Toka demande toujours au monstre humanoïde de rester en arrière pendant que le mangeur d'âmes se délecte du spectacle, et il demande à quelqu'un de venir le sauver, mais il n'y a personne pour répondre à ses appels.
Toka remarque alors que l'émotion du mangeur d'âme a atteint son apogée, et il le paralyse. Il explique qu'il attendait que le monstre baisse sa garde, et il est content que le monstre n'ait jamais réalisé qu'il n'a pas baissé son bras pendant tout ce calvaire afin de pouvoir être prêt à attaquer à tout moment. Il mentionne que tous ceux qui se considèrent comme supérieurs baissent toujours leur garde autour de ceux qu'ils considèrent comme faibles, et c'est leur plus grande faiblesse. La compétence paralysie de Toka monte alors au niveau 3, et il dit au mangeur d'âme que toute son hésitation et sa peur n'étaient qu'une comédie. Il explique qu'il a essayé de devenir inoffensif et normal pendant des années, et il a même réussi à se tromper lui-même avec le temps jusqu'à oublier ce qu'il était vraiment. Il empoisonne alors les monstres humanoïdes sans hésitation, et il déclare qu'il n'a aucune raison de se retenir même s'ils ressemblent un peu à des humains. Il est content d'avoir eu les statistiques les plus faibles des ruines et il pense qu'à cause de cela, tous les monstres ici l'ont sous-estimé, et c'est pourquoi il a réussi à survivre. Il n'arrive pas à croire que le puissant mangeur d'âme ait été vaincu par quelqu'un qui a été envoyé ici pour être éliminé, et voir Toka agir de manière hautaine met en colère le mangeur d'âme, qui essaie de bouger, mais cela ne sert à rien. Toka remarque que le mangeur d'âme subit des dommages car il essaie de bouger alors qu'il est paralysé, et il l'empoisonne. Cela fait également monter la compétence poison au niveau 3, et il utilise sommeil pour endormir les monstres humanoïdes. Ensuite, le mangeur d'âme meurt, et cela libère les âmes qu'il a consommées jusqu'à présent. Les esprits de tous remercient Toka de les avoir sauvés, et le héros des ténèbres lui demande de se venger de la déesse pour lui. Ils disparaissent tous alors, et il pense qu'il n'a aucune obligation de remplir cette demande, mais c'est bien car il prévoit de se venger de la déesse quoi qu'il arrive. Il prend alors le cristal sur le front du mangeur d'âme, l'utilise pour ouvrir les portes des ruines, et il finit par s'en sortir. La scène passe ensuite à l'harceleur de tout à l'heure essayant de tuer un monstre dans une forêt, mais il n'arrive pas à porter le coup de grâce. Il poursuit le monstre, et entre-temps, nous voyons Takoto vaincre un monstre seul. Il monte au niveau 18 et il agit de manière arrogante sans savoir que c'est rien comparé au niveau de Toka. Yasu utilise également ses pouvoirs pour tuer un monstre, et il prend plaisir à la carnage. Ailleurs dans la même forêt, nous voyons une fille nommée Kobato qui est également là pour tuer un monstre, mais elle pense qu'elle ne peut pas le faire. Asagei lui dit que les monstres la tueront si elle ne les tue pas, et elle se met en colère quand Kobato l'appelle par son nom de famille. Elle la prévient de ne jamais le refaire, sinon elle fera en sorte que 70% des filles de la classe l'évitent. Kobato s'excuse auprès d'elle car elle est dévastée d'être laissée seule dans ce monde inconnu, et Asagei lui explique que, selon sa prédiction, cette classe va bientôt se disloquer. Kobato est un peu confuse en entendant cela, et Asagei explique que leur classe est remplie de personnes égoïstes et qu'ils sont également divisés par rang de SAE. Elle mentionne qu'elle est une bérancaire, et elle explique que les différentes factions vont devenir plus claires à partir de maintenant. Kobato va rejoindre leur faction quand cela arrivera, car elle est une des rancaires et elle ne pourra pas rejoindre le groupe de Takoto avec ses statistiques. Elle explique qu'Azuka ne va pas durer dans ce monde, et que les sœurs Takao préfèrent opérer seules, donc elle n'aura pas d'autre choix que de rejoindre leur groupe. Asagei lui dit d'être consciente de sa position, et elle l'informe que sa réputation ici va affecter sa position dans leur monde d'origine une fois qu'ils seront de retour après avoir vaincu le grand empire démoniaque. Elle agit comme une méchante en disant que Kobato peut même perdre sa place dans la classe, et elle lui dit qu'elle peut toujours utiliser son corps pour être utile si ses pouvoirs sont faibles. Elle ordonne alors aux autres filles de leur groupe d'amener un monstre enchaîné, et Kobato est confuse de voir cela. Asagei lui dit de tuer ce monstre et de compléter la tâche que la déesse leur a donnée, et Kobato hésite à prendre une vie, mais Asagei la pousse en lui rappelant ce qui est arrivé à Toka, et elle la force pratiquement à tuer le monstre. Asagei l'accepte ensuite dans son groupe, et Kobato pleure, dévastée par l'acte de violence qu'elle vient de commettre. Elle se souvient du moment où Toka a sauvé un chat blessé devant elle, et elle s'excuse en pleurant car elle n'a rien pu faire. Ailleurs, nous voyons Asuka se réveiller, et elle se souvient qu'elle a été assommée par la déesse pourrie. Elle confronte alors la déesse en lui demandant ce qui est arrivé à Toka, et la déesse verse quelques larmes de crocodile devant elle en lui disant qu'elle n'avait pas le choix que de l'envoyer dans les ruines car c'est la politique stricte de leur royaume. Elle fait semblant d'être triste, et elle mentionne qu'elles n'ont pas le temps de pleurer. Elle explique qu'au cours des quelques jours où elle était endormie, le reste des étudiants a été testé pour voir s'ils pouvaient tuer des démons, mais certains d'entre eux ont été disqualifiés car ils ne pouvaient pas lever leur lame contre les démons. Elle explique qu'elle va leur demander de partir également, et Asuka réalise que la déesse pourrie est simplement en train d'éliminer les faibles, mais elle n'en est pas ravie. La déesse pourrie prétend que c'est à cause de la politique de leur royaume, et Asuka n'est pas d'accord avec ses méthodes. Vicious lui dit qu'elle sait que les gens ont des opinions divergentes, et elle déclare qu'elle peut être indulgente à ce sujet, mais ceux qui n'ont pas de valeur doivent être écartés. Asuka demande alors la valeur des héros de rang S, et comme elle est vraiment élevée, elle déclare qu'elle couvrira ceux qui ne peuvent pas passer, et elle demande à la déesse d'annuler leur bannissement. La déesse aime sa proposition, et nous voyons que c'est ce qu'elle voulait depuis le début. Elle dit à Asuka qu'elle devrait faire la paix en se serrant la main, et elle s'excuse de lui avoir donné un coup de poing dans le ventre, bien qu'elle laisse entendre qu'elle n'est pas vraiment désolée.
Asuka lui serre la main à contre-séure en acceptant de travailler avec elle, et plus tard, elle pense que ses mains étaient vraiment froides. Pendant ce temps, près des ruines, nous voyons la fille de tout à l'heure fuir à nouveau ses poursuivants, et elle pensait les avoir semés, mais elle remarque qu'ils sont toujours à ses trousses. Nous voyons que ses poursuivants sont un groupe appelé les White Walkers, et l'un d'eux suit la piste de la fille en remarquant les indices qu'elle a laissés derrière elle. Il pense qu'elle est vraiment nulle pour se cacher, et il mentionne qu'ils vont apprécier de la poursuivre. Il déclare avec arrogance qu'il devrait lui faire comprendre que fuir leur groupe est inutile, et ailleurs, nous voyons Touka à l'extérieur des ruines. Il vérifie ses statistiques, et nous voyons qu'il a maintenant un niveau de 1789, et son MP est si élevé qu'il est sur le point de déborder de l'écran des statistiques. Il remarque que maintenant que sa paralysie a atteint le niveau 3, il peut la régler pour paralyser partiellement seulement la tête, et il peut également régler son poison pour qu'il soit létal ou non létal. Il pense à tester cela sur les démons à proximité, et il souhaite aussi avoir une épée. Il espère une épée qui peut également servir de bouclier et gérer l'avant-garde, et il entre dans la forêt à proximité et il entend du bruit. Il remarque des slims devant lui, et il découvre que des gros slims intimident un bébé slim qui est différent d'eux. Il s'acharne sur le bébé slim, mais il les combat tous en même temps. En voyant cela, Touka pense que ce slim a du cran, et il ressent de la sympathie pour le petit gars car il est similaire à lui. Il paralyse alors tous les slims en même temps, et il utilise sa compétence de poison sur chacun d'eux sauf le bébé slim. Il vérifie comment il peut changer l'attribut du poison, et il libère les gros slims de la paralysie en leur demandant de partir s'ils ne veulent pas être détruits. Ils partent immédiatement, et il dit ensuite au bébé slim qu'il va le libérer de la paralysie maintenant, et il lui assure qu'il ne va pas lui faire de mal. Avant de le libérer, il s'excuse de ne pas être venu à son secours plus tôt, et il le félicite d'avoir affronté les autres slims avec tant de courage. Il libère ensuite la paralysie en lui demandant de ne pas l'attaquer, et il essaie de partir en disant au slim de vivre fort, mais le slim le suit. Touka n'est pas très heureux de cela, mais il sait que ce slim est aussi un paria tout comme lui, et il décide de l'emmener avec lui pour former une équipe de perdants. Ensuite, nous voyons la fille de tout à l'heure qui est contente d'avoir pris de la distance par rapport à ses poursuivants, mais elle peut toujours sentir leur présence. Elle se rend compte qu'ils attendent juste qu'elle soit épuisée, et elle sait que c'est ainsi que les White Walkers gèrent leur proie. Nous voyons ensuite Touka lire le livre des arts interdits, et il demande au slim de surveiller ses arrières. Il pense que le prendre avec lui en vaut la peine s'il peut surveiller ses arrières, et il remarque qu'il y a un médicament répertorié dans le livre qui peut rendre les slims plus forts. Il pense qu'Anglin devait craindre que ce livre puisse être utilisé à des fins maléfiques, et c'est pourquoi il l'a caché. Il dit alors au slim qu'il va consacrer sa vie à se venger de cette déesse pourrie, et il lui demande s'il veut l'accompagner avec ses motifs égoïstes en tête. Le slim est complètement sûr de vouloir le suivre, et Touka le nomme Piggy Maru en fonction du son qu'il fait. Le slim aime son nouveau nom, et Touka pense sérieusement qu'il est prêt à faire tout ce qu'il peut tant qu'il peut battre la déesse à plate couture. Il déclare qu'il va se venger, et nous voyons que les poursuivants de la fille se rapprochent maintenant d'elle. Elle ne peut pas les semer, et elle pense qu'elle devra utiliser son atout. Elle enfile son équipement spirituel appelé Spirit Regalia, et elle se prépare à se battre, mais avant de la rencontrer, les White Walkers tombent sur Touka. Il fait semblant d'avoir peur en voyant autant d'hommes armés, et ils essaient de le dépouiller de ses objets de valeur, car ils n'aiment pas son apparence sale. L'un d'eux déclare qu'ils l'épargneront s'il se rend sans se battre, mais l'autre veut le tuer de toute façon. Leur capitaine leur dit de faire ce qu'ils veulent, mais il leur demande de faire vite, car ils doivent poursuivre la fille aussi. Ils sont d'accord avec lui, car ils pensent que torturer les gars n'est pas amusant, et ils doivent aussi attraper cette fille. Ils parlent ensuite de faire des choses horribles à la fille qu'ils vont capturer, et Touka essaie de s'éloigner lentement de ce pétrin, mais il le remarque en train de reculer. Il leur demande de le laisser partir avec peur, et il lève la main, comme prévu. L'un des White Walkers essaie alors d'attaquer Touka, mais il utilise sa capacité de paralysie pour l'arrêter, et les autres sont surpris de voir cela. Touka est content de voir que sa capacité fonctionne aussi sur les humains, et il se rend compte que la déesse est la seule exception. Il mentionne ensuite avec arrogance que les White Walkers sont encore moins intimidants que les monstres des ruines, mais que leur nature est mauvaise, tout comme les monstres. Il se rend compte qu'ils sont tous des déchets, et il remarque que son copain Slim est aussi en colère. Il pense que cela ne le dérangera même pas de tuer ces types, et il les empoisonne en disant qu'il n'a aucun scrupule à tuer des humains. Après leur mort, il fouille leurs affaires pour récupérer tout ce qui est utile, et il peut sentir qu'il y a un autre humain près de lui. Le Slim peut aussi les sentir, et la fille remarque que ses poursuivants ont caché leur présence. Elle découvre qu'ils ne bougent pas, et une autre personne est maintenant après elle. Elle sent alors quelque chose dans son voisinage, et elle remarque que c'est Piggy Maru, et pendant qu'elle est distraite par lui, Touka la paralyse. Il lui dit qu'il pouvait sentir son intention d'attaquer, mais que son intention meurtrière est teintée de doute, ce qui signifie qu'elle ne cherchait pas à le tuer. Il mentionne que c'est pour cette raison qu'il a décidé de lui parler, et qu'il l'a immobilisé par précaution.
La fille peut à peine parler sous paralysie, et elle lui demande ce qu'il veut. Il lui dit qu'il est perdu car il n'est pas de ces parages, et il lui demande de lui donner toutes les informations qu'elle peut sur cet endroit. La fille lui demande à propos des 4 qui la poursuivaient, et il lui demande si c'était ses amis, mais il découvre que non, et il révèle qu'il les a tous tués. Il l'informe alors qu'il va partiellement relâcher sa paralysie maintenant, et il lui dit de ne pas faire de bêtises sinon il la jettera de nouveau un sort. Il pense qu'il bluffe car il ne peut pas vraiment superposer la paralysie, et il libère la paralysie de sa tête, et elle remarque qu'elle peut parler normalement maintenant. Il lui explique qu'il est toujours méfiant à son égard, donc il ne peut pas la libérer complètement, et il mentionne qu'il a traversé beaucoup de choses en venant ici, donc il ne peut pas faire confiance aux étrangers si facilement. Avant que la fille ne puisse répondre à ses questions, elle lui demande s'il a tué les 4 gars tout seul, ou s'il avait des amis avec lui, mais il lui dit qu'il les a affrontés seul, et que ce Slim est son seul partenaire. La fille ne sent aucun mensonge dans ses déclarations, et elle déclare qu'elle va également lui répondre honnêtement. Toka se rend compte qu'elle ne semble pas être une mauvaise personne, et il lui dit qu'il ne va pas se mêler de ses circonstances, donc il lui demande de faire de même pour lui. Il lui pose ensuite toutes les questions qu'il a besoin, et après l'interrogatoire, il sait que cet endroit n'est pas à Léon, c'est la forêt du sud du royaume d'Urza, et avant de la laisser, il lui demande si elle peut lire le rouleau de magie interdite, mais elle ne peut pas. Elle l'informe qu'il est écrit dans une écriture ancienne spéciale, et elle connaît quelqu'un qui pourrait être capable de le lire. Toka s'informe à ce sujet, et elle explique qu'il y a quelqu'un appelé la sorcière interdite, et elle avait entendu dire que cette personne avait été forcée de quitter la terre où elle vivait à cause de ses vastes connaissances des choses interdites de ce monde. Il lui demande où il peut la rencontrer, et elle l'informe qu'il peut la trouver dans la zone du démon doré. Elle précise que c'est une zone dangereuse au milieu du continent, et il la remercie pour l'information. Elle pense qu'il devrait être quitte maintenant, car il l'a sauvée de ces gars-là, et Toka déclare qu'il va partir maintenant. Il pense que cette fille est trop honnête pour son propre bien, tout comme sa tante, et il s'inquiète pour elle. Il décide ensuite de la laisser, et il lui dit qu'elle sera libre dans quelques minutes. Il mentionne qu'il ne peut pas garantir sa sécurité jusque-là, et elle se rend compte que le sort a une durée d'effet. Il part ensuite, et le Slim le suit. Il dit au Slim qu'il ne tue pas n'importe qui, il a ses propres règles pour prendre une vie, et il sait qu'il y a une chance qu'elle puisse venir l'attaquer après avoir été libérée, donc il demande au Slim de surveiller ses arrières. Le Slim est ravi d'entendre cela, et Toka avance. Pendant ce temps, dans une ville, nous voyons des chasseurs de primes remarquer une affiche de prime de la fille, et ils remarquent que la prime est vraiment élevée. Ils expliquent que c'est parce qu'elle était une chevalière sacrée du royaume de Neya, qui a été détruit par Bakuo, et elle est aussi une ancienne princesse d'une nation de hauts elfes. Ils pensent qu'il n'y a aucun moyen pour que quiconque la capture ne pose pas ses mains sur elle, et nous découvrons que le nom de la fille sera Ashra. La scène se déroule ensuite dans la ville de Mille, et Toka essaie d'entrer dans la ville, mais les gardes à la porte lui posent des questions avant de le laisser passer. Il se demande s'il est un mercenaire venu répondre à l'appel pour conquérir le donjon. Toka fait semblant de l'être et il loue la ville en disant qu'elle est vraiment florissante. La garde féminine n'aime pas sa prononciation du nom de la ville, et elle l'appelle un paysan pour cela. Elle le laisse passer ensuite, car le marquis veut autant de mercenaires que possible pour conquérir les ruines, et Toka pense que la sécurité ici est trop laxiste, car ils n'ont même pas vérifié ses bagages. Il est content que les choses se passent bien, et il va à une auberge pour réserver une chambre. L'aubergiste lui indique le prix de la chambre, et Toka remarque qu'il ne le regarde pas favorablement. Il pense qu'il pourrait arranger cela avec de l'argent, et il dit à l'aubergiste qu'il a fait un long voyage, donc ses vêtements sont sales. Il lui offre de l'argent et se demande s'il peut lui donner quelque chose à porter et lui montrer où il peut laver ses vêtements. L'aubergiste accepte volontiers en voyant l'argent, et lorsqu'on lui demande, Toka utilise le pseudonyme Atiskol pour se présenter. Ensuite, nous voyons Toka sécher ses vêtements dans sa chambre, puis il sort pour faire un tour en ville. Il remarque que cette ville semble assez sûre, et les magasins autour sont typiques de ce qu'on pourrait voir dans une ville de fantaisie occidentale. Il se demande s'il a devant des objets magiques, et il trouve aussi la guilde des aventuriers. Il termine sa reconnaissance pour aujourd'hui, et nous le voyons ensuite dîner à l'auberge. Il apprécie le goût de la cuisine d'un autre monde, et il remarque un groupe bruyant de personnes parlant fort en riant. Il pense que ce genre de groupe facilite l'espionnage pour recueillir des informations nécessaires. Il découvre que le groupe parle de quel régiment de chevaliers est le plus fort du pays. Chacun nomme un régiment différent, mais ils s'accordent finalement pour dire que le plus fort est celui des chevaliers du dragon noir de l'empire de Bakos, car ils ont anéanti l'empire sacré de Néa. Ils mentionnent que seulement 5 de leurs chevaliers sont aussi forts qu'une armée, et ils ont aussi le tueur de héros le plus fort de l'humanité de leur côté. Après avoir recueilli des informations, Toka se dirige vers sa chambre avec de la nourriture pour le Slim, et le Slim mange la nourriture. Il pense ensuite qu'il doit planifier son avenir, et il explique que sa priorité absolue en ce moment est de trouver quelqu'un qui peut lire le parchemin de magie interdite.
Il sait que cela signifie qu'il devra trouver la sorcière interdite qui se cache dans la zone du démon doré, ou la terre des monstres aux yeux dorés. Il pense qu'il doit aussi préparer la solution de renforcement pour Piggymaru, et il se souvient que les gars d'avant parlaient aussi du labyrinthe, et qu'un nouveau niveau y a été découvert récemment. Il vérifie la recette de la solution de renforcement, et il découvre qu'il a besoin de poudre d'os d'un roi squelette pour la fabriquer. Il remarque que l'habitat du roi squelette est les ruines de Mille, et il décide de participer à l'expédition des ruines. Le lendemain, nous voyons beaucoup de gens rassemblés autour des ruines, et le marquis les salue tous. Il se présente sous le nom de Credurclay, et il informe tout le monde qu'ils ont récemment découvert un nouveau niveau dans ces ruines. Il déclare qu'il aimerait qu'il l'explore, et que quiconque trouve le calice de l'œil de dragon recevra 300 pièces d'or. Il mentionne qu'il paiera également une bonne somme pour tout autre trésor qu'ils ramèneront, et il précise qu'ils pourront garder les matériaux des monstres qu'ils obtiendront. Touka est content d'apprendre qu'il pourra garder la poudre d'os pour lui, et le marquis demande aux participants de s'aligner et de s'enregistrer. En s'alignant pour le processus, Touka remarque un homme agaçant faire du tapage au sujet de la fille qu'il a rencontrée plus tôt. L'homme dit à la fille qu'elle est vraiment belle et gracieuse, et il se demande si elle est une personne de grande renommée. La fille lui demande de ne pas la déranger, mais l'homme détestable ne s'arrête pas, disant que sa voix est aussi magnifique, et il pense qu'elle pourrait être la capitaine des chevaliers d'une certaine nation. En entendant cela, les autres mercenaires se demandent si elle est Sora Ashrin de l'Empire sacré de Néa, et Touka les entend, et il découvre que Sora Ashrin est une capitaine chevalier elfe. L'homme agaçant mentionne qu'il a déjà rencontré Sora Ashrin une fois, et elle était assez belle, mais elle l'a traité comme un déchet quand il a essayé de l'inviter à dîner. La fille ne se souvient pas d'avoir rencontré quelqu'un comme lui, et cela énerve l'homme, et en lorgnant son corps, il déclare qu'il n'y a aucun doute qu'elle est Sora Ashrin. Il mentionne que si ce n'est pas elle, elle ne devrait avoir aucun problème à montrer ses oreilles à tout le monde, pour qu'il vérifie si elle est une elfe ou non. Il retire son capuchon, et il fanfaronne en révélant l'identité de la princesse chevalier, mais il remarque qu'elle n'a pas d'oreilles pointues. Touka confirme que c'est la femme qu'il a rencontrée dans la forêt, et la fille se présente sous le nom de Mist Baluka. L'homme détestable est surpris de voir cela, et il l'accuse injustement de se moquer de lui. Il se met en colère en disant qu'il se vengera pour cela, et il part. La scène passe ensuite à Touka qui va faire des courses après s'être enregistré, et il tombe sur Mist. Elle lui demande s'il est ici pour répondre à l'appel du marquis aussi, et il lui dit que oui, et il pense qu'elle a eu une situation difficile aux ruines. Mist mentionne que ce n'était rien du tout, et Touka lui dit de faire attention car l'homme qu'elle a harcelé était rouge de colère, et il pourrait essayer de faire quelque chose. Mist explique qu'elle est habituée à croiser des gens comme ça, et c'est plus facile une fois qu'il la déteste et reste à l'écart. Touka peut dire qu'elle évite intentionnellement les interactions avec les autres, et il déclare qu'il a une demande pour elle. Il explique qu'il veut ses conseils pendant qu'il fait ses courses pour ne pas se faire arnaquer, et il propose de la payer pour cela. Mist n'est pas très enthousiaste à l'idée de faire cela, mais elle accepte puisqu'elle a grand besoin d'argent. Les deux se présentent alors, et comme Mist est encline à mentir, il lui dit que son nom à Tiskol n'est qu'un alias. Il déclare que tous deux ont des secrets à garder, donc ils n'ont pas besoin de partager leur vrai nom, et Mist est d'accord. Les deux achètent ensuite des fournitures, et après Touka paie Mist 3 pièces d'argent. Elle est surprise d'être payée autant, mais Touka mentionne que c'est seulement le prix juste. Elle accepte l'argent, et elle essaie de partir, mais avant de pouvoir le faire, elle s'effondre. Touka lui demande si elle va bien, et en remarquant les cernes sous ses yeux, il se rend compte qu'elle n'a pas dormi depuis des jours, mais elle déclare qu'elle va bien, et elle part précipitamment. Touka pense ensuite qu'il devrait se diriger vers les ruines, et la scène le montre au premier étage des ruines. Il remarque des mercenaires s'enfuir en criant, et il découvre qu'il fuit une version miniature du Minotaure qu'il a affronté dans les ruines précédentes. Il paralyse et empoisonne le monstre, et il remarque qu'il peut facilement pénétrer sa peau avec une dague. Il se rend compte que le monstre des ruines de l'élimination avait des peaux exceptionnellement dures, et les mercenaires d'avant reviennent avec quelqu'un, mais il remarque que le monstre est déjà mort. Ils sont stupéfaits de voir que le monstre n'a qu'une seule blessure d'une dague, et ils ne peuvent pas croire que quelqu'un l'a tué en un seul coup avec une arme comme celle-là. Touka entend tout cela en se cachant, et il a pitié de leur ignorance. Après avoir continué un moment, il se repose, et il remarque que les monstres ici ne lui donnent aucun point d'expérience, et ils ne sont pas non plus menaçants. Il avance à un rythme tranquille, et il entend l'homme agaçant d'avant parler à 2 autres mercenaires. Il découvre que l'homme détestable essaie de recruter ses mercenaires pour s'occuper de Mist, et il déclare qu'il va lui donner une mort facile car elle s'est moquée de lui. Nous découvrons qu'il est un psychopathe total, et il mentionne qu'il va transformer son visage suffisant en un visage tordu de désespoir, et la donner en pâture aux monstres du donjon. Les mercenaires espèrent qu'il les laissera profiter d'elle avant de le faire, et l'homme détestable déclare qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec son corps incroyable. Touka est répugné d'entendre leurs plans, et il les approche.
En le voyant, il se demande avec surprise s'il a entendu tout cela, et après avoir découvert qu'il l'a fait, il pense qu'ils devront le tuer aussi. Il mentionne qu'ils peuvent blâmer sa mort sur les monstres, car les gens meurent tout le temps dans les ruines, et avant qu'ils attaquent, Tooka pointe sa main vers eux en leur demandant d'arrêter. Il leur demande de l'épargner, et ils sont amusés de le voir mendier sa clémence, mais il ne s'arrête pas, et Tooka les paralyse. Ils sont surpris de ne pas pouvoir bouger, et Tooka leur dit qu'ils sont ceux qui vont mourir maintenant. Il pense que même lui est répugné par ce côté maléfique de lui, et il se rend compte que c'est peut-être parce que cela lui rappelle ses parents. Il empoisonne ensuite les mercenaires, et il trouve satisfaisant de les laisser mourir. L'homme agaçant déclare qu'il ne laissera pas Tooka s'en tirer ainsi, et qu'il lui fera payer, mais Tooka rit sinistrement, et il mentionne qu'il n'aura pas l'occasion de le faire. Quelques monstres apparaissent alors, et Tooka les laisse en pâture aux monstres. Il continue ensuite à explorer, et après un moment, il conquiert l'étage juste au-dessus du nouveau niveau. Il décide de faire une pause avant d'aller plus loin, et après avoir dormi pendant 3 heures, il remercie Piggy-Maru d'avoir monté la garde. Il se dirige ensuite vers le niveau suivant, et il remarque un groupe de mercenaires nommés les Tigres Sabres faire demi-tour. Il leur demande pourquoi ils reviennent en arrière, et ils expliquent que quelque chose d'inhabituel se passe dans ces ruines. Ils précisent qu'il y a des corps de monstres morts partout, et ils ne peuvent pas comprendre ce qui les tue. Les monstres n'ont même pas de blessures sur leur corps, et les monstres de cet étage sont également morts, bien que leur groupe ait été le premier à arriver ici. Ils n'aiment pas ces signes, et ils mentionnent qu'ils ont décidé de repartir car la vie de leurs camarades est plus importante pour eux que n'importe quel trésor. Ils lui demandent s'ils souhaitent repartir avec eux, mais Tooka les informe qu'ils souhaitent continuer, et ils lui demandent de transmettre la nouvelle s'ils croisent d'autres mercenaires. Ils lui disent qu'ils feront de même, et ils partent. Tooka explique ensuite qu'il parlait des monstres qu'il a tués avec ses compétences, et il pense qu'il y aura moins de mercenaires une fois que tout le monde entendra cela. Il se dirige ensuite vers l'étage suivant, et il trouve le calice de l'œil de dragon. Il remarque un monstre de pierre à côté, et il sait que cette chose cliché va prendre vie dès qu'il prendra le calice. Il paralyse et empoisonne le monstre avant qu'il n'ait même une chance de bouger, et il prend le calice. Le monstre meurt alors, et Tooka se demande ce qu'il doit faire ensuite. Il se met en garde en remarquant quelqu'un derrière lui, mais il découvre que c'est juste Mist. Mist est surprise qu'il l'ait devancée pour obtenir le calice, et elle pense qu'elle a dû prendre du retard en se reposant. Tooka propose de lui donner le calice si elle le veut, et il le lui remet. Mist n'est pas sûr de prendre quelque chose de si précieux sans rien donner en retour, mais Tooka ne veut rien d'elle. L'honneur de Mist ne permet pas cela, mais Tooka ouvre une porte cachée vers l'étage suivant, et il lui dit que son objectif n'a jamais été ce calice. Il poursuit un monstre qui se cache plus profondément dans les ruines, et Mist est surprise qu'il connaisse le chemin vers les étages inférieurs. Elle propose de le protéger lors de son voyage vers le bas comme paiement pour le calice, et réalisant qu'elle ne va pas céder, Tooka accepte cela. Il lui demande de ne pas fouiner dans ses affaires, et il accepte de faire de même pour elle. Il l'informe également qu'il pourrait ne pas revenir à la surface en une seule journée, et qu'il ne sera pas responsable de sa sécurité si elle veut revenir plus tôt. Elle accepte tout cela, et ils descendent. La scène montre ensuite Mist combattant un monstre, et elle le bête facilement. Tooka la complimente pour son incroyable démonstration de maniement de l'épée, et il l'interroge sur les monstres aux yeux dorés et ceux sans eux. Elle explique que les monstres aux yeux dorés offrent beaucoup de points d'expérience, et ils sont la proie parfaite pour que les héros d'un autre monde montent de niveau. Elle élabore que les héros d'un autre monde ne gagnent pas d'expérience en tuant des humains, et Tooka se rend compte que c'est pourquoi il n'a pas obtenu d'expérience après avoir tué les White Walkers. Mist mentionne ensuite que les monstres sans yeux dorés sont juste des monstres ordinaires, et ils sont même capables de former des relations avec les humains. Elle explique que selon la légende, le roi démon rayonne une énergie spéciale connue sous le nom d'essence du roi démon, et les monstres influencés par elle deviennent aux yeux dorés. Les yeux dorés libèrent les instincts de violence que tous les monstres abritent, et Tooka pense que la lueur dorée émise par Takoto pourrait être un signe de quelque chose. Ils entrent ensuite dans l'étage suivant, et Mist mentionne qu'elle sent un monstre près d'eux depuis un moment, mais qu'elle l'a ignoré car il n'est pas fort. Tooka réalise qu'elle doit sentir Piggy-Maru, et il le lui présente. Il espère que les deux s'entendront bien, et elle trouve le slim mignon. Tooka déclare ensuite qu'il devrait faire une pause ici, et Mist mentionne que Tooka devrait dormir et qu'elle le réveillera quand il sera temps de partir. Tooka lui conseille de se reposer aussi, car ce ne serait pas bon si elle s'effondrait en chemin. Elle comprend, et elle accepte de juste s'allonger, mais quand elle le fait, Tooka la met à dormir en utilisant sa compétence. Il pense qu'elle devrait pouvoir se reposer maintenant, et cela fait disparaître son sort de dissimulation. En voyant son apparence elfique, Tooka se rend compte qu'elle est vraiment Sora Ashra, et ailleurs, nous voyons des hommes trouver les affaires des White Walkers, car leurs corps ont déjà été mangés par des monstres.
Il se demande qui pourrait avoir vaincu un groupe aussi talentueux sans aucun signe de combat, et le chevalier le plus fort de l'humanité, nommé Sylvigartland, pense que cela pourrait être Sora Ashrin, et il espère qu'elle pourra lui offrir un peu de divertissement cette fois-ci. Après, Sora se réveille et elle ne se souvient pas de s'être endormie. Elle est contente de voir que Tooka dort aussi et elle espère qu'il n'a pas vu sa véritable forme. Piggy Maru signale alors à Tooka que Sora est réveillé, et Tooka arrête de faire semblant de dormir. Tous les deux continuent ensuite leur voyage et ils arrivent dans une grande salle. En remarquant qu'il n'y a personne à l'intérieur, Tooka pense que le résident de cette pièce est peut-être allé ailleurs, puis ils entendent un bruit. Tooka dit à Sora de reculer et tous deux s'éloignent de la pièce. Un roi squelette sort alors en brisant les murs de la pièce, et Sora pense que cette créature est bien au-dessus des autres monstres présents ici. Elle dit à Tooka qu'ils pourront le vaincre s'ils détruisent la partie brillante sous son menton, et Tooka réalise que c'est le point faible du monstre. Sora lui dit que ce monstre est trop puissant pour un soldat moyen, et même les tigres sabres pourraient à peine le vaincre. Tooka remarque que le monstre considère Myst comme la véritable menace ici, et il se demande comment ils vont l'attaquer. Sora se prépare à combattre et elle dit à Tooka qu'elle va utiliser un certain type de pouvoir pour améliorer ses capacités de base et ses armements physiques, et elle lui demande de garder cela secret. Tooka est trop concentré sur le monstre pour l'écouter, et il pense que ce monstre est fort, mais seulement comparé aux autres monstres ici. Le monstre se prépare alors à les attaquer avec un blast, et Sora s'excuse auprès de Tooka à l'avance, car elle pourrait ne pas être capable de le protéger si ce monstre s'avère plus fort que prévu. Cependant, Tooka paralyse simplement le monstre et le tue en utilisant sa compétence de poison, et Sora reste sans voix en voyant cela. Ensuite, Tooka obtient l'os du roi squelette, et Sora réalise que le roi squelette était le monstre qu'il cherchait. Voyant l'expression confuse sur son visage, Tooka lui dit qu'il répondra à toutes ses questions, dans la mesure du possible, une fois qu'ils auront atteint la surface, et Piggy Maru remarque quelque chose avant qu'ils ne partent. Il mène Tooka vers un squelette, et Tooka remarque que le squelette s'accroche désespérément à quelque chose. Il découvre que c'est un œuf, et il accepte de le ramener chez lui, car Piggy Maru semble intéressé. Tous trois se dirigent ensuite vers la surface, et ailleurs, nous voyons les camarades de classe de Tooka fuir certains chevaliers squelettes dans les ruines. Ils sont terrifiés à l'idée de combattre des monstres aussi puissants, et l'une des filles a même perdu sa main. Kobato lui dit de ne pas s'inquiéter car la déesse pourrait la rattacher, et Ayaka essaie de gagner du temps pour que tout le monde puisse se retirer, mais Shogo arrive en défonçant les chevaliers squelettes avec sa balle de feu, et Takoto le rejoint aussi. Il attaque les monstres avec son draconic buster, et Ayaka parvient à peine à sauver quelques étudiants des conséquences de son attaque. Takoto mentionne alors fièrement que ces monstres sont forts, mais qu'il est plus fort qu'eux, et il agit de manière arrogante en remarquant qu'il a atteint le niveau 24. La scène se coupe ensuite à Sora soumettant le calice à œil de dragon pour une évaluation, et les gardes qui le reçoivent sont surpris de voir qu'elle a réussi à le récupérer. Tooka quitte discrètement les ruines pendant que tout le monde est concentré sur elle, et plus tard, Sora le rejoint. Tooka lui parle du tumulte dans les ruines, et elle l'informe qu'elle va recevoir sa récompense lors de la réception qui aura lieu demain. Elle dit qu'elle devra rester en ville une nuit de plus, et Tooka se demande si elle est libre jusqu'à la réception de demain. Il découvre qu'elle l'est, et il lui dit qu'il aimerait lui parler en privé. Il se demande s'ils peuvent se rencontrer dans l'une de leurs chambres, et Sora n'a pas de problème avec cela, alors Tooka l'invite dans sa chambre à 8h du soir. Elle dit qu'elle sera là, et elle le remercie encore une fois pour le calice à œil de dragon. La scène se coupe ensuite à Tooka mélangeant la solution améliorante dans son auberge, et il la termine. Il dit à Piggy Maru qu'il l'utilisera sur lui plus tard, et Sora arrive dans sa chambre à l'heure. Tooka lui dit qu'il aimerait l'employer comme garde du corps, et il se demande si elle est intéressée à gagner un peu d'argent supplémentaire. Il pense qu'elle pourrait déjà être bien pourvue pour ses voyages grâce au calice à œil de dragon, et Tooka sait que le lui rappeler pourrait aider la discussion à tourner en sa faveur. Sora ne sait pas trop quoi dire, et Tooka lui dit que son objectif est de trouver la sorcière des tabous. Sa destination actuelle est la terre des monstres aux yeux dorés, et comme les monstres pourraient l'assaillir là-bas, il se sentirait beaucoup mieux d'avoir quelqu'un d'aussi compétent qu'elle pour lui couvrir les arrières. Il explique qu'il envisageait d'embaucher un guerrier depuis avant leur entrée dans les ruines, et elle est la candidate idéale pour le poste. Sora lui dit alors qu'elle est actuellement en voyage vers le duché de Yonato, et passer par la terre des monstres aux yeux dorés serait également pratique pour elle. Tooka remarque qu'elle est encore un peu hésitante à accepter son offre, et il lui dit qu'il n'y a pas de raison de se précipiter, et il se demande, en la désignant par Sora, s'il peut lui poser une question. Elle répond à ce nom, mais elle se rend vite compte qu'elle a révélé son identité. Elle découvre que Tooka connaissait sa véritable identité, et il explique qu'elle s'est endormie dans les ruines à cause de sa capacité, et quand elle l'a fait, sa véritable forme est apparue. Il sait qu'elle hésitait auparavant à lui révéler sa véritable identité, et il se rend compte que voyager ensemble tout en essayant de cacher son identité serait difficile pour elle.
Il lui dit qu'il n'a besoin que de ses compétences de combat, et il n'a aucune intention de la trahir. Sora lui explique alors qu'elle utilise des esprits pour cacher son identité, et qu'elle doit offrir son désir de sommeil en échange. Tooka se rend compte que c'est pourquoi elle reprend sa forme normale lorsqu'elle s'endort, et elle explique qu'elle a été poursuivie par les White Walkers parce qu'ils l'ont surprise et ont vu sa véritable forme. Elle lui révèle sa véritable forme, et elle dit qu'elle peut voyager plus librement maintenant que les White Walkers ne sont plus là. Tooka pense qu'elle doit lui faire confiance puisqu'elle a désactivé son sort devant lui, et elle dit que c'est le cas. En voyant cela, Tooka révèle également son vrai nom à elle, et il lui dit qu'il ne révélera pas sa véritable identité tant qu'elle fera de même pour lui. Il pense que de cette façon, il peut la lier à lui par la confiance, et Sora accepte de servir de garde du corps. Tooka lui donne un joyau bleu comme paiement, et elle est surprise de voir le joyau. Tooka est confus en voyant cela, et elle lui explique que c'est un joyau de dragon bleu, et il se demande si c'est précieux. Elle élabore en disant que ces joyaux ne naissent que rarement à l'intérieur du légendaire dragon aux yeux bleus, et en ce moment, pas un seul n'est disponible sur le marché. C'est plus précieux que le calice à œil de dragon, et Tooka pense que ce doit être un paiement satisfaisant pour elle, mais Sora refuse d'accepter quelque chose d'aussi précieux. Il ne le reprend pas, et il lui dit qu'elle peut simplement le jeter si elle ne le veut pas. Elle n'a pas d'autre choix que de garder le joyau, et Tooka lui dit de l'appeler Ati devant les autres, et il l'appellera Mist. Sora révèle alors qu'elle est en fuite en ce moment, et elle mentionne qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne lui a pas dites à son sujet, mais Tooka n'est pas intéressé par son passé. Il déclare qu'il veut juste qu'elle soit en pleine forme comme garde, et elle le remercie pour sa considération. Ensuite, nous voyons Sora se nettoyer dans sa chambre à l'auberge, et elle pense qu'elle aurait dû se nettoyer avant de rencontrer Tooka. Elle se couche ensuite sur le lit, et elle pense qu'elle veut croire en Tooka comme elle le faisait pour la princesse. Le lendemain, tous deux prennent le petit déjeuner ensemble, et d'autres personnes à la taverne parlent mal de Sora en disant qu'elle a déjà été conquise par Tooka, et ils mentionnent également qu'ils l'ont vue sortir de sa chambre la nuit dernière. Sora n'aime pas entendre cela, mais Tooka lui dit de les ignorer, et elle pense qu'il est assez mature. Il lui demande ensuite si elle a entendu parler de la magie interdite, et elle explique que c'est une magie déclarée interdite par la déesse. Tooka pense que puisque la déesse a interdit ses sorts, il pourrait constituer une menace pour elle, et Sora dit que c'est tout ce qu'elle sait. Tooka la remercie pour cela, et elle est timide en entendant cela, car c'est la première fois qu'il lui dit simplement merci. Ensuite, Sora part pour la réception en disant à Tooka qu'elle reviendra à 1h de l'après-midi, et il l'informe qu'il l'attendra devant l'auberge. Tooka va ensuite dans la forêt, et il dit à Pigimaru qu'il va commencer son expérience d'amélioration maintenant. Nous voyons ensuite Sora à la réception, et elle remarque qu'il est déjà midi. Creed annonce alors qu'il a invité un mage spécialisé dans les illusions pour vérifier l'authenticité du calice à œil de dragon, et Sora est inquiète en le voyant, car son identité pourrait être révélée. Ensuite, nous voyons Tooka attendre Sora devant l'auberge, et il remarque qu'il est déjà 2h. La scène se coupe ensuite au château d'Aléon, et la déesse parle à Ayaka. Elle mentionne qu'elle a entendu qu'Ayaka a eu du mal lorsque les chevaliers squelettes sont apparus, et Ayaka lui demande d'abord des nouvelles de la fille à la main coupée nommée Sakura. La déesse lui dit de ne pas s'inquiéter car elle va rattacher sa main, et elle mentionne qu'elle n'utilise pas sa guérison sur n'importe qui, c'est seulement parce que Sakura est de classe B. La déesse lui demande ensuite si elle ne rejoindra pas le groupe de Takoto, et en se rappelant de ce qui s'est passé dans les ruines, elle ne peut pas s'imaginer travailler avec lui. La déesse lui dit que son égoïsme perturbe l'harmonie de la classe 2C, et elle demande à Ayaka si elle va bien. Ayaka essaie de s'expliquer, mais la déesse l'arrête, et elle mentionne que c'est à cause de son insignifiante guidance. Ayaka lui dit qu'elle ne peut pas faire équipe avec Takoto même si c'est égoïste, et elle déclare qu'elle remplira son devoir de héros de classe S seule. La déesse lui dit que dans ce cas, elle lui confiera les étudiants qui n'ont pas passé son épreuve, et Ayaka lui rappelle qu'elles ont réglé cette question lorsqu'elle a accepté de se battre à leur place. La déesse l'informe qu'elles ont reçu récemment un décret royal, et il appelle à la disposition de tous les héros qui ne peuvent pas se battre. Elle lui dit qu'elle est impuissante à changer cela, et Ayaka sait qu'elle se débarrassera d'eux si elle refuse, alors elle accepte de s'occuper d'eux. Elle essaie ensuite de partir, mais la déesse la stoppe, et elle lui dit qu'elle sera forcée de faire face à une réalité cruelle s'ils sont une gêne. Elle espère qu'ils iront bien, et Ayaka part après l'avoir remerciée pour sa préoccupation. Dès qu'elle part, la déesse affiche un visage méprisant, et elle est agacée par la haute maintenance d'Ayaka. Ensuite, nous voyons Tooka attendre encore Ayaka, et il se demande si quelque chose lui est arrivé, ou s'il l'a mal jugée. Il demande à Pigimaru ce qu'il en pense, et Pigimaru pense qu'elle est en difficulté. Tooka se dirige ensuite vers la réception, et en chemin, il entend des hommes dire que la femme qui a trouvé le calice à œil de dragon l'autre jour était en fait la chevalière princesse. De leur conversation, il découvre qu'elle a fui dans la forêt noire, et Tooka remarque des chevaliers dragons noirs dans le ciel, et il réalise qu'ils sont après Sora.
Nous voyons ensuite Sora fuir les chevaliers dragons noirs, et les chevaliers dragons essaient de l'attaquer, mais elle esquive, et elle abat l'un d'eux en utilisant ses esprits du vent. Elle abat ensuite 2 autres chevaliers dragons qui se présentent à elle, et elle remarque qu'elle ne peut pas utiliser ses esprits de lumière pour se transformer car ils sont désorientés à cause du briseur d'illusions. Elle est fatiguée après le combat, et elle est surprise que même les soldats moyens des chevaliers dragons noirs soient si puissants. Elle est ensuite attaquée par un dragon par derrière, mais elle réalise que le dragon n'est qu'un leurre, et elle charge vers le véritable ennemi devant elle. Elle croise les épées avec lui, et l'homme se présente comme Gisin, le vice-capitaine de l'escouade dirigée par Orban des 5 dragons. Il lui dit qu'elle va mourir ici, et Sora ne peut même pas utiliser sa régalia spirituelle pour combattre. Elle décide de se débrouiller avec les esprits disponibles, et elle remarque que Gisin vise à la tuer. Elle lui demande s'ils ont finalement décidé de l'éliminer plutôt que de la capturer vivante, et Gisin l'informe que l'escouade d'Orban a pour ordre secret de la tuer. Sora pense alors qu'elle ne peut pas combattre cet ennemi sans sa régalia spirituelle, et elle tombe parce qu'elle a été assez stupide pour combattre en talons. Gisin la plaque alors au sol, et il laisse ses désirs prendre le dessus, et il lui dit qu'il va la savourer pleinement avant de mettre fin à ses jours. Cependant, Toka le paralyse lui et le dragon derrière elle avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, et Sora se libère. Toka empoisonne alors le dragon de manière létale et le soldat de manière non létale, et Sora lui demande ce qu'il fait ici. Il l'informe qu'il est venu la chercher, et avant qu'il ne parle davantage, il endort Gisin. Sora lui dit alors qu'il sera poursuivi par les chevaliers dragons noirs s'il reste avec elle, et elle essaie de rendre son paiement en lui demandant d'annuler leur accord. Toka n'accepte pas cela, et il lui donne un sac rempli de joyaux de dragon bleu. Il dit que ce serait une peine de recruter un autre garde du corps à ce stade, et il dit à Sora d'enlever ses vêtements, ce qui la confond. Il explique ensuite que les habitants de Mille l'ont vu dans cette tenue, et il s'excuse de lui avoir donné une mauvaise impression. Sora est embarrassée d'avoir pensé qu'il allait faire quelque chose de déplacé, et elle lui rappelle qu'ils n'ont toujours pas confirmé si leur accord est toujours en vigueur. Toka lui dit qu'il a une proposition pour elle dans ce cas, et il explique qu'elle peut se réfugier chez la sorcière des tabous. Il précise que personne n'a jamais trouvé où vit la sorcière, et comme il se dirige lui-même vers la terre des monstres aux yeux dorés, leur accord devrait toujours tenir puisque leurs destinations sont les mêmes. Sora lui demande pourquoi il est prêt à aller aussi loin pour elle, et il explique qu'elle lui rappelle quelqu'un. Il précise que ni leur apparence ni leur personnalité ne sont les mêmes, mais qu'elle dégage une aura similaire. Il lui dit que l'abandonner ici serait comme abandonner sa tante, et en entendant cela, Sora réalise qu'il est vraiment un homme gentil. Le dragon empoisonné meurt ensuite, et Toka remarque que cela n'était pas suffisant pour qu'il monte de niveau. Il déparalyse ensuite la bouche de Gisin, et lui dit qu'il lui montrera de la clémence s'il répond correctement à ses questions. Gisin se contente de dire que les chevaliers dragons noirs ne le laisseront pas s'en tirer ainsi, et Toka n'a pas non plus l'intention de le laisser partir, mais il ne ment pas car il prévoit de mettre fin à ses souffrances en supprimant l'effet non létal du poison. Sora demande ensuite à Gisin qui veut sa mort, et la question amuse Gisin. Il est curieux de voir comment Sora réagira en apprenant la vérité derrière cette affaire, mais avant qu'il puisse lui dire quoi que ce soit, il est tué par une lance qui arrive en volant dans les airs. Toka remarque des chevaliers dragons dans le ciel, et il constate que l'un d'entre eux a les cheveux blancs et les yeux rouges. Il le reconnaît comme étant Sylvie Gartland, et il sait que ce type est aussi connu comme le chevalier le plus fort de l'humanité. Ensuite, nous voyons l'empereur du Saint-Empire de Néa rêver du moment où Sylvie lui a demandé de lui remettre Sora, et l'empereur se réveille terrifié. De retour dans la forêt, les chevaliers dragons atterrissent au sol, et Sora remarque que les 5 dragons sont également avec Sylvie, mais elle découvre qu'il en manque un. Sylvie dit alors à Orban qu'il a réussi à sceller les lèvres de Gisin, et Orban mentionne qu'il n'était pas nécessaire de le tuer. Sylvie lui conseille de ne pas se laisser emporter par les activités secondaires, et il pense que le Saint-Empereur Ortola a dû ordonner cela. Ailleurs, nous voyons Ortola toujours terrifié par son rêve, et il pense que tout dans le corps de Sora a transformé le vieil homme flétri qu'il était en un homme débordant de vigueur, et il ne regrette pas de l'avoir laissé s'échapper, mais l'idée qu'un autre homme puisse un jour la souiller est quelque chose qu'il ne peut supporter. Il déclare qu'il est prêt à tout donner pour la faire mourir et disparaître de ce monde, et de retour dans la forêt, Sora est surprise d'apprendre que l'empereur qu'elle servait veut sa mort. Sylvie explique alors à Orban que Gisin allait devenir une nuisance, alors il l'a tué, mais il l'aurait laissé en vie s'il avait esquivé son attaque. Toka sait que Gisin n'aurait pas pu esquiver cette attaque même s'il n'avait pas été paralysé, et Chouette se demande comment il devrait gérer Sora, et il révèle que leur roi a laissé cette décision à leur discrétion. Il suggère qu'il serait amusant de la passer entre leurs subordonnés comme récompense avant de la tuer, mais Orban n'est pas d'accord avec cela, car cela pourrait lui poser des problèmes, étant donné qu'Ortola lui a demandé de ramener son cadavre avec sa pureté intacte. Sora pense qu'il raconte des bêtises, et il n'y a aucun moyen que son empereur veuille sa mort, mais Orban lui dit qu'Ortola ne pourra pas mourir en pétant qu'elle est en vie. Sora est dévasté d'entendre cela, et Sylvie lui dit qu'il lui accordera le droit de vivre si elle parvient à le vaincre en duel.
Mitama pense que cela vaudra la peine d'être regardé car le regalia spirituel de Sora est réputé, et Sylvie déclare qu'il serait satisfait de tester son regalia spirituel au combat, mais il change d'avis dès qu'il remarque Topka et il devient plus intéressé par lui. Il demande à Topka qui il est, et Topka sait qu'il ne peut pas agir imprudemment devant ce type. Il remarque que Sylvie et ses amis sont hors de sa portée, et il sait que Sylvie est encore plus dangereux que le mangeur d'âmes. Topka sourit en pensant à sa situation délicate, et il explique que des situations comme celle-ci ne manquent jamais de l'exciter. Il demande alors tranquillement à Sylvie s'il peut avoir une discussion avec lui, et Sylvie lui demande d'abord son nom. Il lui donne son alias, mais Sylvie le devine, et il pense qu'il doit y avoir une histoire derrière son besoin de dissimuler son nom. Chouette se demande pourquoi Sylvie perd son temps avec quelqu'un comme lui, et Sylvie explique qu'il est étrange que ce type ne soit même pas un peu terrifié alors qu'il se tient devant les 5 dragons, et qu'au lieu de cela, il attend une occasion d'attaquer. Chouette s'est surpris d'entendre cela, et Sylvie explique que cette personne sait qu'une seule mauvaise action peut le tuer, mais il veut toujours parler dans une situation comme celle-ci, donc il pourrait ne pas être un homme simple. Topka réalise que Sylvie est une personne intelligente, et il planifie soigneusement comment il doit gérer cela. Il demande ensuite à Sylvie s'il cherche un adversaire qui peut menacer sa vie. Sylvie répond que oui, et Topka lui dit que c'est étrange car il y a plein d'adversaires surhumains dans le monde. Il prend l'exemple de la déesse d'Aléon, et Sylvie lui dit qu'il a raison, mais que son pays de Bakos et le royaume d'Aléon ont forgé des relations étroites. Il a toujours de grands espoirs pour les héros invoqués par la déesse, car le pouvoir de sa bénédiction accorde à ces héros la capacité d'approcher rapidement le sommet de leur force. Il a foi qu'ils se révéleront être des adversaires dignes de lui, et il attend ce jour. Topka réalise que son seul désir est de trouver un adversaire digne de lui, et Sylvie dit à Sora qu'il a maintenant perdu tout intérêt pour elle. Il mentionne qu'il livrera sa tête coupée à la princesse de Néa, et Sora est consterné d'entendre cela. Sylvie lui dit de ne pas se comporter de manière si vertueuse, car c'est à cause d'elle que Bakos a soudainement changé de position et envahi Néa. Sora est surprise d'entendre cela, et Orban révèle que Bakos a anéanti Néa car la déesse a exigé qu'il remette Sora, mais le Saint-Empereur a refusé. Pendant leur conversation, Topka élabore un plan pour sa survie et demande à Sylvie s'il désire un ennemi capable de menacer sa vie. Sylvie répond que oui, et Topka lui propose de devenir cet ennemi pour lui. Sylvie est surpris d'entendre cela, et Topka révèle qu'il est un héros invoqué par la déesse, en lui dévoilant son vrai nom. Tout le monde, y compris Sora, est étonné d'apprendre cela, ce qui attise l'intérêt de Sylvie. Il se demande ce que Topka fait dans un endroit pareil, et Topka pense qu'il ne peut pas mentir car Sylvie pourrait le démasquer. Il explique à Sylvie qu'il occupe une position unique parmi ses compagnons héros, ce qui lui permet d'agir indépendamment d'eux. Il pense que jouer avec la vérité de cette manière devrait fonctionner, et Sylvie lui demande pourquoi il agit de manière indépendante. Il explique qu'il est dans une ligue à part, et c'est pourquoi la déesse lui a permis d'agir librement. Sylvie est surpris que même la déesse reconnaisse ses talents et se demande ce qu'il veut de lui. Topka lui demande de l'épargner pour l'instant, en échange de quoi il deviendra plus fort et finira par le tuer un jour. Il affirme qu'il piétinera même la déesse elle-même, et Sylvie lui demande comment il compte devenir plus fort. Il mentionne qu'il se dirige vers la terre des monstres aux yeux dorés et qu'il suit un chemin différent de celui des autres héros, car la déesse lui a accordé la liberté de le faire. Il prévoit de retourner vers elle dans le futur, et Sylvie réalise qu'il veut dire qu'il ne va pas simplement disparaître. Topka pense qu'il reviendra sûrement pour se venger, et Sylvie accepte de l'épargner, pour qu'il puisse un jour se battre à mort, et lui dit de quitter cet endroit. Il mentionne qu'ils partiront aussi une fois qu'ils auront réglé le cas de Sora, mais Topka affirme que cela ne lui serait pas bénéfique. Il explique qu'il a besoin d'elle pour traverser en toute sécurité la terre des monstres aux yeux dorés, et Sylvie est surpris qu'il l'emmène avec lui avec l'approbation de la déesse. Topka mentionne que cela ne lui importe pas, car il compte l'utiliser pour devenir plus fort, et Sylvie aime cette idée. Il décide de les laisser tous les deux en vie, ce qui surprend les autres dragons. Sylvie leur dit qu'ils pourront toujours la tuer plus tard, et Orban mentionne qu'il y a une chance que Topka disparaisse. Cependant, Sylvie ne l'écoute pas et lui dit de se taire s'il veut rester en vie, ce qui terrifie Orban. Il ordonne ensuite à Chouette d'informer également le dernier des 5 dragons de cette évolution, et ils essaient tous de quitter la forêt, mais Topka les paralyse dès qu'ils lui tournent le dos. Les dragons et les chevaliers tombent tous au sol après cela, et Topka leur dit qu'il n'a pas l'intention de prolonger les choses trop longtemps. Il déclare que c'est une histoire de vengeance et qu'il sait que les chevaliers dragons ne seront qu'un fardeau pour lui à l'avenir. C'est pourquoi il doit les éliminer maintenant, et Sylvie lui demande ce qu'il leur a fait tout en essayant de bouger son corps. Topka mentionne qu'il va en finir avec eux et les empoisonne tous mortellement. Sylvie essaie toujours de bouger et de combattre Topka, et en voyant cela, Topka pense qu'il est la première personne à bouger autant sous l'effet de sa paralysie. Même le mangeur d'âmes n'a pas été capable de bouger autant, et Sylvie essaie d'attaquer Topka, mais son corps ne fonctionne pas comme il le souhaite.
Toka est étonné de voir cela et pense qu'il doit le voir mourir de ses propres yeux et se préparer à tout. Il commence alors à se lier à Pigimaru, et après la mort de Mitama, l'énergie vitale restante se transforme en fusée de détresse pour notifier les autres de leur emplacement. Les autres chevaliers dragons arrivent alors sur les lieux, et Toka dit à Sora qu'il va rester ici avec Pigimaru, tout en lui mentionnant qu'elle peut fuir si elle le souhaite. Elle choisit de rester avec lui, car elle est censée être son garde du corps, et les chevaliers dragons sont surpris de voir les 5 dragons dans un si mauvais état. Ils sont encore plus étonnés de voir Sylvie blessée, et Sylvie leur dit d'attaquer de loin et de ne pas s'approcher. Toka termine alors son lien avec Pigimaru et explique qu'il y a 2 problèmes avec cette capacité. Le premier est le temps qu'il lui faut pour entrer dans cet état, et le second est le taux élevé auquel elle consomme son mana. Il mentionne que ce pouvoir qu'ils ont obtenu grâce à la solution de renforcement des monstres est destiné au combat de courte durée, et il envoie ensuite les divers bras gluants de Pigimaru devant tous les chevaliers dragons volant dans le ciel, les paralyse et les empoisonne. Il explique que les bras de Pigimaru étendent sa portée lorsqu'ils sont reliés de cette manière, puis il endort les 3 dragons restants. Cela fait monter son niveau de compétence de sommeil à 3, et il débloque également la compétence pour induire les effets berserk, ténèbres et gel. Il les essaie sur les 3 dragons et se rend compte que berserk induit des pulsions violentes, et il pense qu'il peut utiliser cela en combinaison avec la paralysie pour tuer ses ennemis plus rapidement. Il découvre ensuite que ténèbres rend ses ennemis aveugles, et il ne ressent rien en les torturant de cette manière puisqu'ils avaient l'intention de faire des choses honteuses à Sora. Les 2 dragons meurent après ces expériences, et il gagne quelques niveaux lorsque tous les dragons qu'il a empoisonnés meurent. Toka est surpris de voir que Sylvie est toujours en vie, et Sylvie lui demande qui il est. Toka répond qu'il n'est qu'un vengeur, et Sylvie meurt peu de temps après. Plus tard, Toka dit à Sora qu'elle pourra désormais effacer ses traces, et elle le remercie pour cela. Elle remarque ensuite que Toka a une expression assez douce sur son visage, et il lui explique que c'est parce qu'il pense à quelqu'un de gentil. Sora informe ensuite Toka du dernier des 5 dragons, également appelé le tueur de héros, et Toka se souvient que la taille des dragons que chevauchaient les 5 dragons était différente des autres. Sora confirme cela, et il lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter dans ce cas, car il a déjà écrasé ce type lorsqu'il l'a croisé avant de la retrouver. Elle est surprise qu'il ait vaincu le tueur de héros si facilement, et ailleurs, nous voyons Ayaka vérifier ses statistiques. Elle remarque qu'elle n'a toujours pas éveillé sa compétence unique, et nous voyons que les autres héros sont avec elle, attendant la déesse. Nyantan Kikipa, une adepte de la déesse, se présente à eux à la place, et elle leur dit qu'elle va les entraîner pour l'instant, car la déesse est occupée. Shogo n'est pas content d'être commandé par une fille plus petite que lui, et il la défie en duel, mais elle le bête en un clin d'œil. Elle espère que cela dissipe tous les doutes qu'ils avaient sur elle, et elle leur dit qu'ils vont maintenant retourner à la capitale et qu'ils entreront bientôt dans la prochaine phase de leur entraînement. De retour dans la forêt, on voit que Toka a raconté à Sora tout ce qui lui est arrivé depuis qu'il est arrivé dans ce monde, et il mentionne qu'il va utiliser son pouvoir pour piétiner tout obstacle sur la voie de sa vengeance. Sora lui dit qu'elle a également un grief contre la déesse après avoir découvert la vérité sur la destruction de sa nation, et elle déclare que Toka peut utiliser sa force au nom de sa vengeance. Toka l'informe que c'est juste une quête égoïste, et qu'il n'y a aucune valeur en cela, mais elle insiste pour l'aider puisqu'il l'a sauvée. Il accepte de compter sur elle puisqu'elle est si insistante, et il lui dit qu'il lui rendra un jour cette faveur. La scène se coupe ensuite sur Nyantan rencontrant la déesse, et Vicious pense qu'elle avait raison de la faire surveiller les héros, car elle est forte, sage et loyale. Nyantan lèche ensuite les pieds de la déesse pour prouver sa loyauté, et la déesse pense que le jour où les héros affronteront le grand empire démoniaque pourrait être plus proche qu'elle ne le pense. Merci d'avoir regardé mon résumé. Veuillez aimer, partager et vous abonner pour continuer à recevoir des mises à jour sur les résumés d'anime.